Le matin où mon père est mort, mon frère se tenait dans sa chambre d'hôpital, partageant son empire alors que son corps était encore chaud. Je regardais depuis l'embrasure de la porte Dmitri sortir son téléphone, appelant déjà nos avocats au sujet de la transition de l'entreprise. Sterling avait son ordinateur portable ouvert, calculant les valeurs immobilières. Aucun des deux n'a remarqué lorsque le moniteur cardiaque s'est finalement tué à 6h47 du matin. Ils étaient trop occupés à planifier qui obtiendrait le Penthouse de Manhattan. La réunion du conseil d'administration est à 9h, a déclaré Dmitri, sans même regarder la forme inerte de notre père. Nous devons assurer la transition du leadership avant l'ouverture de la bourse. Sterling a acquiescé, ses doigts volant sur son clavier. Je m'occuperai de la déclaration aux médias. Nous ne pouvons pas laisser cela affecter le cours des actions. Moi? Je suis resté là à tenir la main froide de mon père, me demandant quand mes frères étaient devenus des étrangers. Theodore Blackwood avait bâti un empire logistique de 29 millions de dollars à partir de rien, et ses fils étaient en train de le découper comme des vautours avant même que les infirmières ne viennent le chercher. 3 jours plus tard, nous étions assis dans son bureau pour la lecture du testament. L'avocat Maxwell Thorne semblait plus âgé que dans mon souvenir, ses mains tremblant légèrement lorsqu'il a ouvert l'enveloppe scellée. Mes frères m'ignoraient sur le canapé en cuir, tous deux portant des costumes Tom Ford identiques qui coûtaient probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. « Messieurs » a commencé Maxwell, sa voix chargée de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. « Le testament de votre père est très précis. » Dmitri s'est penché en avant. À 28 ans, il avait la mâchoire anguleuse et l'ambition froide de notre père. « Dites-nous simplement la répartition, Maxwell. Nous avons une entreprise à gérer. » Sterling, 3 ans plus jeune mais tout aussi impitoyable, a vérifié sa Rolex. « Faites vite. J'ai une réunion avec nos partenaires de Tokyo dans 1 heure. » Maxwell a lu les legs comme s'il prononçait une sentence. Dmitri a obtenu le poste de PDG et 45% des actions de la société. Sterling a obtenu 45% supplémentaires et le Penthouse de 15 millions de dollars surplombant Central Park. La collection de BMW est allée à Dmitri, la collection d'art à Sterling. Les maisons de vacances ont été partagées entre eux. Puis Maxwell s'est tourné vers moi. À mon plus jeune fils, Ronan, je lègue l'objet personnel numéro 7 alpha. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je me souviens de la façon dont les particules de poussière flottaient à travers la lumière du soleil de l'après-midi, de la façon dont le canapé en cuir craquait lorsque Sterling a changé de position. Qu'est-ce que c'est que ce 7 alpha? La voix de Dmitri a traversé le silence comme une lame. Maxwell a fouillé dans sa mallette et a sorti un téléphone noir. Pas un nouveau modèle, pas assez vintage pour être de collection, juste un smartphone noir d'apparence ordinaire avec une seule caractéristique distinctive, un écran de verrouillage biométrique affichant un compte à rebours. 243 jours restants, ai-je lu à haute voix lorsque Maxwell me l'a remis. Sterling l'a arraché de mes mains avant que je puisse l'examiner davantage. Il l'a retourné, a essayé le bouton d'alimentation, l'a secoué comme si cela pouvait révéler ses secrets. C'est une blague, n'est-ce pas? Notre père lui a laissé un téléphone verrouillé? Alors que nous obtenons une entreprise de plusieurs millions de dollars? Le testament est très clair, a déclaré Maxwell. Le téléphone appartient à Ronan, et seulement à Ronan. Toute tentative par d'autres de le posséder ou de le détruire entraînera la perte immédiate de leur héritage. Dmitri s'est levé si vite que sa chaise a raclé le parquet. Il doit y avoir plus. Qu'en est-il des 10% d'actions restants? Qu'en est-il des comptes suisses? Tous les actifs restants sont détenus en fiducie, a répondu Maxwell. Les conditions de libération sont scellées. C'est à ce moment-là que mes frères ont décidé que je ne faisais plus partie de la famille. Je l'ai vu dans leurs yeux, la façon dont ils me regardaient comme si j'étais un étranger qui leur avait volé quelque chose. En 1 semaine, ils m'ont fait expulser du Penthouse. Sterling a personnellement supervisé la mise en sac de mes affaires par la sécurité. Papa a toujours été trop tendre avec toi, a-t-il dit, en les regardant jeter mes vêtements dans le hall. Maintenant, tu vas apprendre ce qu'est la vraie vie. Ils ont tout gardé. Les photos de famille, les bijoux de ma mère qui étaient censés être à moi, même mon ordinateur portable qu'ils prétendaient être la propriété de l'entreprise. Tout ce que j'avais, c'était ma Honda Civic délabrée, un sac de voyage rempli de vêtements et un téléphone qui ne s'ouvrait pas. Mais le jour de mes 18 ans, à exactement 6 heures du matin, ce téléphone s'est illuminé. L'écran de verrouillage a disparu. Un seul contact est apparu, l'héritage de Théodore.
Mes mains tremblaient alors que j'appuyais sur appel. La voix de mon père a rempli ma voiture. Joyeux anniversaire, mon fils. Tu as enfin atteint l'âge. Maintenant, le vrai jeu commence. Ce qu'il a dit ensuite m'a fait tomber le téléphone, mais j'ai dû le ramasser parce que les coordonnées qu'il m'a données allaient changer tout ce que mes frères pensaient savoir sur l'empire de notre père. Grandir en tant que plus jeune fils de Theodore Blackwood signifiait vivre dans l'ombre de tout le monde. Mon père a transformé Blackwood Logistique d'un simple camion de livraison en un empire de 29 millions de dollars couvrant toute la côte est. Alors que mes frères, Dmitri et Sterling, travaillaient dans des bureaux d'angle avec des baies vitrées, je passais mes étés dans l'entrepôt à apprendre à utiliser des chariots élévateurs et à charger des conteneurs de marchandises. Tu comprends les fondations, m'a dit mon père un après-midi de juillet. Nous étions assis sur le quai de chargement, partageant des sandwichs et regardant les camions arriver du New Jersey. Tes frères voient des feuilles de calcul et des marges bénéficiaires. Toi, tu vois les gens qui rendent ces chiffres possibles. J'avais 15 ans à l'époque, la sueur dégoulinant dans mon dos après avoir déplacé des cartons toute la matinée. Ils pensent que je perds mon temps ici. Laisse-les penser ça, a-t-il dit, en prenant une bouchée de son jambon gruyère. La vue d'en haut ne veut rien dire si tu ne sais pas ce qui soutient les fondations. Notre famille vivait dans un penthouse qui occupait tout le dernier étage d'un immeuble surplombant Central Park. Ma mère, Vivien, l'avait décoré avec des sols en marbre italien et des antiquités françaises qu'elle avait collectionnées lors de ses voyages. Chaque pièce avait une histoire, la pendule de parquet provenant d'une vente aux enchères à Bordeaux, le tableau d'une petite galerie de Florence où elle avait passé sa lune de miel. Lorsque le cancer l'a emporté il y a 5 ans, l'appartement est devenu un mausolée. Mon père ne pouvait pas supporter de changer quoi que ce soit. Sa tasse de café était toujours posée sur le comptoir de la cuisine où elle l'avait laissée ce dernier matin. Ses lunettes de lecture restaient sur la bibliothèque, marquant sa place dans un roman qu'elle ne finirait jamais. Les dîners de famille sont devenus des réunions du conseil d'administration. Nous étions assis à la table à manger de 6 mètres de long pendant que Dmitri présentait les projections trimestrielles sur sa tablette. Sterling les contrait avec des analyses de marché et des stratégies d'expansion. Il parlait en acronyme et en valorisation boursière, tandis que notre gouvernante, Marie, servait des plats qu'il goûtait à peine. La succursale de Seattle sous-performe, annonçait Dmitri entre 2 bouchées de filet mignon. Nous devrions envisager une restructuration. Restructuration signifie licencier 40 personnes, faisais-je remarquer. Sterling riait, sans gentillesse. Contente-toi de tes jeux vidéo, Ronan. Laisse les affaires aux adultes qui comprennent comment le monde fonctionne. Il a raison, cependant, disait parfois mon père si doucement qu'il faisait semblant de ne pas entendre. Ces 40 personnes ont des familles. Mais il n'insistait jamais, ne me défendait jamais quand il rejetait mes opinions. Il se contentait de me regarder avec ses yeux gris qui semblaient contenir des secrets que je ne pouvais pas déchiffrer. Les employés de l'entrepôt me traitaient différemment de mes frères. Pour eux, je n'étais pas le fils du patron qui jouait au travail manuel. J'étais Ronan, qui savait comment sécuriser correctement une charge, qui se souvenait des noms de leurs enfants, qui apportait du café pour le service du matin quand j'arrivais tôt. Tes frères ne descendent jamais ici, m'a dit un jour Samuel, le responsable de la sécurité. Ils ne savent même pas que nous existons, sauf comme des chiffres sur leur note de frais. Quelqu'un devrait savoir que vous existez, ai-je répondu, en l'aidant à vérifier l'inventaire de la nuit. Ton père le sait, a dit Samuel, quelque chose d'étrange dans sa voix. Il sait exactement qui nous sommes. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire à l'époque. La semaine avant la mort de mon père, tout était différent. Il semblait distrait, distant. Il passait des heures à regarder des photos de famille. Il a donné une augmentation à Marie sans raison et a payé son salaire 2 ans à l'avance. Il passait des nuits entières dans son bureau, la porte verrouillée, à parler au téléphone à voix basse que je ne pouvais pas distinguer. Puis est venu ce mardi soir où il m'a appelé. Son bureau sentait le cuir et le bourbon, les murs étaient tapissés de livres en édition originale qu'il avait réellement lus. Il était assis derrière son bureau en acajou, semblant plus âgé que ses 62 ans. Ronan, a-t-il dit, en poussant un téléphone noir sur le bureau. Il sera à toi quand je ne serai plus là. Papa, ne parle pas comme ça. Écoute-moi. Sa voix portait une urgence que je n'avais jamais entendue auparavant. Tes frères obtiendront ce qu'ils attendent. Tu obtiendras ce que tu mérites. Cela ne semblera pas juste au début. Tu auras envie d'abandonner. N'abandonne pas. Je ne comprends pas.
Il s'est levé, s'est dirigé vers la fenêtre donnant sur les lumières de la ville. Ta mère l'a vu en toi, la capacité de voir de la valeur là où les autres ne voient rien, de s'accrocher quand lâcher prise semble logique. Ce téléphone mettra ça à l'épreuve. Promets-moi que tu le garderas en sécurité. Promets-moi que tu n'abandonneras pas, peu importe à quel point cela semble impossible. Je te le promets, ai-je dit, confus mais frappé par son intensité. 3 jours plus tard, il s'est effondré lors d'une réunion du conseil d'administration. Crise cardiaque, ont-ils dit, instantanément. Il était parti avant que l'ambulance n'arrive. Debout dans son bureau vide après coup, j'ai tenu ce téléphone et je me suis demandé quel secret il contenait. Je n'avais aucune idée que cela me coûterait tout avant de révéler pourquoi j'étais le seul fils en qui il avait vraiment confiance. La lecture du testament a eu lieu dans le bureau de mon père un jeudi après-midi qui ressemblait à la fin du monde. L'avocat Maxwell Thorne était assis derrière le même bureau en acajou où mon père m'avait donné le téléphone à peine 10 jours plus tôt. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait ses lunettes. Messieurs, le testament de votre père contient des dispositions inhabituelles, a commencé Maxwell, sa voix portant 40 ans d'expérience juridique. Je lui ai conseillé de reconsidérer certains aspects, mais Théodore était catégorique. Dmitri tambourinait du doigt sur l'accoudoir de sa chaise. Lisez-le, Maxwell. Nous avons une entreprise à gérer. Maxwell s'éclaircit la gorge et commença. À mon fils aîné, Dmitri, je lègue mon poste de directeur général et 45% des actions de Blackwood Logistique avec tous les droits de vote. Dmitri hocha la tête, satisfait mais pas surpris. Il avait été préparé à ce rôle depuis l'université. À mon fils, Sterling, je lègue 45% des actions de Blackwood Logistique et le Pantouse de Manhattan, y compris tout le mobilier et les collections d'art qu'il contient. Sterling sourit, calculant déjà la valeur de la propriété dans sa tête. Le Pantouse à lui seul valait 15 millions de dollars. À mon plus jeune fils, Ronan, Maxwell fit une pause, me jetant un regard avec quelque chose comme de la pitié. Je lègue l'objet personnel numéro 7, Alpha, qui sera remis immédiatement après la lecture de ce testament. Le silence qui suivit était étouffant. Les doigts de Dmitri cessèrent de tambouriner. Le sourire de Sterling disparut. Je sentis mon estomac tomber à travers le plancher. C'est tout, la voix de Dmitri était dangereusement calme. C'est tout ce qu'il reçoit. Maxwell fouilla dans sa mallette et sortit le téléphone noir. Cet appareil est protégé par un cryptage de qualité militaire et des verrous biométriques. Le testament stipule spécifiquement qu'il appartient à Ronan et seulement à Ronan. Toute tentative par d'autres de le posséder, d'y accéder ou de le détruire entraînera la perte immédiate de l'intégralité de leur héritage. Sterling rit, d'un rire rauque et amer. Vous êtes en train de nous dire que notre père lui a laissé un téléphone verrouillé alors que nous partageons un empire de plusieurs millions de dollars? Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, a dit Maxwell. J'ai personnellement été témoin de la création de ces dispositions par Théodore. Les 10% restants des actions de la société et tous les autres actifs non cotés sont détenus en fiducie avec des conditions de libération scellées. Dmitri se leva, le visage rouge de colère. C'est insensé. Ronan a à peine terminé ses études secondaires. Il a passé son temps à jouer à l'ouvrier d'entrepôt au lieu d'apprendre le métier, et mon père lui laisse un téléphone mystérieux. Peut-être qu'il y a des bitcoins dessus, dit Sterling en se moquant. Ou peut-être que c'est la façon dont papa dit que Ronan n'obtient rien parce qu'il n'a rien apporté. Ils m'ont fait essayer de le déverrouiller sur place, me regardant comme des vautours pendant que je tentais toutes les combinaisons de mots de passe auxquels je pouvais penser, l'anniversaire de notre mère, la date de rencontre de nos parents, la date de fondation de la société. Rien ne fonctionnait. L'écran n'affichait qu'un champ de mots de passe et ce compte à rebours. 243 jours restants. Il ne vaut rien, déclara Dmitri, tout comme sa contribution à cette famille. L'expulsion a eu lieu exactement une semaine plus tard. Je suis revenu d'un entretien d'embauche et j'ai trouvé des agents de sécurité postés devant le Pantouse. Sterling se tenait dans l'embrasure de la porte, supervisant le transport de mes affaires dans des sacs poubelles. C'est une maison de famille, a-t-il dit, sans croiser mon regard. Et selon le testament, tu ne fais plus vraiment partie de la famille, n'est-ce pas? Où suis-je censé aller? Ce n'est pas notre problème. Peut-être que tes copains de l'entrepôt t'hébergeront. Ils ont jeté mes vêtements dans le hall comme des ordures, mon ordinateur portable, ma console de jeu, même le livre de cuisine de ma mère qu'elle avait annoté pour moi.
Tous déclarés propriété de l'entreprise ou héritages familiaux auxquels je n'avais aucun droit. Lorsque j'ai protesté, Dmitri est arrivé avec un avocat. Ne rends pas cela plus difficile que nécessaire, a-t-il dit. Tu as obtenu ce que ton père voulait que tu aies, un téléphone. Sois reconnaissant que ce ne soit pas rien. J'ai passé cette première nuit dans ma Honda Civic garée derrière un Walmart. Le téléphone était posé sur mon tableau de bord, me narguant avec son écran verrouillé. J'ai tout essayé au cours des semaines suivantes, des magasins de technologie, des hackers que j'ai trouvés en ligne, même un professeur d'informatique à NYU spécialisé dans le cryptage. Personne n'a pu le craquer. Ce n'est pas un cryptage commercial, m'a dit le professeur. C'est autre chose. Niveau gouvernemental, peut-être plus haut. Pendant ce temps, mes frères prospéraient. Dmitri a annoncé une expansion majeure sur les marchés internationaux. Sterling a organisé des fêtes somptueuses aux Penthouse, postant des photos de champagne et de mannequins sur Instagram. Ils agissaient comme si je n'avais jamais existé. J'ai obtenu un emploi dans un restaurant, travaillant 12 heures par jour pour le salaire minimum. Ma voiture est devenue ma maison. Je me douchais dans une salle de sport jusqu'à l'expiration de mon abonnement. Le téléphone ne m'a jamais quitté, même quand je n'avais rien d'autre. Certains soirs, allongé sur ma banquette arrière, je fixais ce compte à rebours et je me demandais si mon père était simplement devenu fou à la fin. Mais je lui avais fait une promesse. Peu importe à quel point cela semblait impossible, je n'abandonnerai pas. Mon 18e anniversaire est arrivé un mardi matin d'octobre, la pluie martelant les vitres de ma voiture. J'étais garé derrière une aire de repos sur l'île 95, le même endroit où les camionneurs me laissaient parfois des restes de nourriture quand ils reconnaissaient ma voiture. Le téléphone était posé sur le siège passager comme toujours, ce compte à rebours affichant enfin 0 année restante. À exactement 6 heures du matin, au moment de ma naissance selon mon acte de naissance, l'écran a explosé de lumière. Le champ de mots de passe a disparu. Un seul contact est apparu dans le répertoire, l'héritage de Théodore. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. J'ai appuyé sur appel. 3 sonneries qui ont duré comme 3 ans. Puis la voix de mon père a rempli la voiture, claire et forte bien qu'il s'agisse d'un enregistrement. Joyeux anniversaire, mon fils. Tu as enfin atteint l'âge. Maintenant, le vrai jeu commence. Je ne pouvais plus respirer. Sa voix continua, mesurée et résolue. Si tu entends cela, cela signifie que tu as tenu ta promesse. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas laissé tes frères le prendre. Tu ne l'as pas vendu quand tu étais désespéré. Tu t'es accroché quand la logique disait « lâche prise ». Tes frères ont échoué à leur test dès l'instant où ils ont pris ce qui semblait précieux et ont jeté ce qui semblait sans valeur. Mais toi, Ronan, tu as compris que la valeur n'est pas toujours visible en surface. L'écran du téléphone a changé, affichant des coordonnées GPS et un code d'accès, bâtiment 47, parc industriel Blackwood, sous base 3. Entrez le code 7 Alpha Crown 1960. Vous avez 72 heures avant l'activation des protocoles de transfert automatique. Après cela, tout revient aux bénéficiaires de secours. Ne laisse pas cela arriver, mon fils. Tout ce que j'ai vraiment construit t'attend. L'enregistrement s'est terminé. Je suis resté assis dans ma voiture trempée par la pluie, essayant de comprendre ce que j'avais entendu. Le parc industriel se trouvait à 64 km à l'extérieur de la ville, un ensemble d'entrepôts que mes frères considéraient comme notre entreprise la moins rentable. Ils avaient essayé de le vendre à 2 reprises, mais mon père avait toujours opposé son veto à la décision. J'avais la moitié d'un réservoir d'essence et $17 en poche. Le trajet a duré 1 heure dans la circulation matinale. Le parc industriel semblait abandonné à mon arrivée, des mauvaises herbes poussaient à travers l'asphalte fissuré, la plupart des bâtiments étaient sombres. Seul le bâtiment 47 montrait des signes de vie. Un seul poste de sécurité occupé par quelqu'un que j'ai immédiatement reconnu. Samuel, le responsable de la sécurité de l'entrepôt principal, était assis derrière une vitre pare-balles. Il leva les yeux de son journal et sourit. À l'heure, Ronan. Ton père a dit que tu arriverais ce matin. Samuel, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu travaillais au centre-ville. Il glissa une carte d'accès à travers la fenêtre. Je travaille là où on a besoin de moi. Ton père m'a réaffecté ici il y a 3 ans. J'attendais que tu te montres. Tu étais au courant de tout ça. J'en sais assez. Bâtiment 47,
sous base 3. L'ascenseur est accessible par le quai de chargement. Ta carte l'activera. L'intérieur du bâtiment contredisait son extérieur délabré, couloir propre, éclairage moderne, discrète caméra de sécurité traquant mes mouvements. L'ascenseur était caché derrière ce qui ressemblait à un panneau de maintenance. Ma carte d'accès l'ouvrit, révélant une plateforme de descente qui s'enfonçait plus profondément que n'importe quel sous-sol normal ne devrait le faire. La sous-base 3 nécessitait le code d'accès. La voix de mon père avait été claire, cette Alpha Couronne 1960, l'année de sa naissance. La lourde porte s'ouvrit avec un sifflement pneumatique. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur a changé tout ce que je pensais savoir de mon père. La pièce était massive, d'une superficie d'au moins 3000 pieds carrés. Des écrans recouvraient le mur nord, affichant des réseaux logistiques que je ne reconnaissais pas, des itinéraires à travers la Syrie, la Somalie, le Venezuela, des confirmations de livraison dans des langues que je ne pouvais pas lire. Le mur est abrité des serveurs bourdonnant silencieusement, leur lumière clignotant selon des motifs qui semblaient presque vivants. Un simple bureau occupait le centre, un bois poli que je reconnaissais comme celui de l'ancien bureau de mon grand-père. 3 objets attendaient à sa surface, un journal en cuir, un ordinateur portable et une photo encadrée de ma mère me tenant bébé. Le journal était écrit de la main de mon père, daté de la semaine précédant sa mort. Ronan, si tu lis ceci, tu as découvert ce qu'est vraiment Blackwood Logistique. L'entreprise dont tes frères ont hérité est réelle, rentable et tout à fait légitime. C'est aussi une couverture. Depuis 23 ans, j'utilise nos itinéraires maritimes légitimes pour déplacer quelque chose de bien plus précieux que des marchandises commerciales. Je me suis assis lourdement, continuant à lire. La fondation Blackwood n'existe dans aucun registre gouvernemental. Nous acheminons de l'aide humanitaire à travers les zones de combat, des fournitures médicales malgré les embargos, du matériel éducatif dans les territoires occupés. Chaque perte dont Dmitri se plaint est en réalité des fournitures atteignant les personnes qui en ont besoin. Chaque itinéraire inefficace que Sterling veut optimiser est en réalité une bouée de sauvetage vers des endroits que le monde a oubliés. L'ordinateur portable s'est allumé à mon contact. Aucun mot de passe requis. Des comptes financiers sont apparus à l'écran, des banques en Suisse, à Singapour, à Chypre, aux îles Caïmans. Le solde combiné a brouillé ma vision. 400 millions de dollars. Un post-it était collé à l'écran de la main de mon père. Ce n'est pas une richesse, mon fils. C'est une responsabilité. Le téléphone a sonné, pas l'enregistrement cette fois, un appel en direct. L'identification de l'appelant n'indiquait que commandement de la fondation. J'ai répondu d'une main tremblante. Monsieur Blackwood, la voix était nette, britannique, professionnellement chaleureuse. Je m'appelle Harrison Pike, directeur des opérations de la fondation Blackwood. Votre père a dit que vous appelleriez le jour de votre 18e anniversaire. Nous attendions. Tout cela est vraiment en train d'arriver. Tout cela est réel. Très réel, monsieur. Au cours des 23 dernières années, votre père a construit le plus grand réseau humanitaire souterrain au monde. Officiellement, nous n'existons pas officieusement, nous avons sauvé environ 2 millions de vies dans 47 pays. J'ai regardé les écrans affichant les opérations en cours. Mes frères n'en ont aucune idée. Absolument aucune. Ils ont reçu l'entreprise que tout le monde peut voir. Vous avez reçu celle qui compte vraiment. Votre père l'a conçue de cette façon pour une raison. Harrison a expliqué le test. Le verrou biométrique du téléphone n'était pas seulement un cryptage. Il contenait un programme d'IA qui surveillait celui qui le possédait. Il a suivi mes choix, ma survie, mon refus de l'abandonner malgré des circonstances désespérées. Vos frères ont également été testés, a déclaré Harrison. Au moment où ils vous ont mis à la porte, ils ont échoué. Au moment où ils ont choisi la propriété plutôt que la famille, ils ont échoué. Mais vous avez choisi de tenir une promesse, même lorsque cette promesse ne vous a apporté que des difficultés. Mais je ne sais pas comment diriger quelque chose comme ça. J'ai 18 ans. J'ai travaillé dans un entrepôt. Vous en savez plus que vous ne le pensez. Ces étés dans l'entrepôt n'étaient pas aléatoires. Votre père vous formait, vous enseignant la logistique de la base au sommet. Les ouvriers avec qui vous vous êtes liés d'amitié, 17 d'entre eux sont des agents de la fondation. Samuel, en haut, dirige notre division de sécurité nord-américaine. Mon esprit a repensé à ces étés. Carlos qui m'a appris l'efficacité du routage. Marcus qui m'a montré comment cacher des cargaisons sensibles à la vue de tous.
Elena qui a expliqué comment falsifier les manifestes d'expédition. Il ne m'apprenait pas à être un ouvrier d'entrepôt. Il m'apprenait à être un contrebandier. Afficher la désignation de fichier couronne 7 sur l'ordinateur portable a ordonné Harrison. Le fichier s'est ouvert pour afficher les documents de structure de l'entreprise. Mon nom était indiqué comme actionnaire majoritaire de Blackwood Logistics, détenant 55% de toutes les actions. C'est impossible. Le testament disait que 10% étaient en fiducie avec des conditions qui se sont déclenchées aujourd'hui. Votre père a écrit 17 versions différentes de son testament, chacune conçue pour différents scénarios. Celui que vos frères ont vu a été spécialement conçu pour tester vous trois. Ils ont reçu chacun leurs 45%, croyant qu'ils avaient gagné. Vous avez reçu 10% cachés en fiducie, plus 45% supplémentaires cachés dans des sociétés écrans qui viennent d'être transférées à votre nom. Je possède la majorité de l'entreprise depuis 6 heures ce matin. Oui. Vos frères ne le savent tout simplement pas encore. Harrison a continué à expliquer. Chaque itinéraire inefficace dont mes frères se plaignaient était en réalité une course d'approvisionnement de la fondation. Les ouvriers d'entrepôt qu'ils voulaient licencier étaient des agents. Les bâtiments qu'ils voulaient vendre étaient des maisons sur et des centres de distribution. Le mois dernier seulement, a déclaré Harrison, nous avons livré des médicaments de chimiothérapie à des enfants en Syrie, des systèmes de purification d'eau à des villages au Bangladesh et du matériel éducatif à des camps de réfugiés au Soudan du Sud, le tout caché dans des commandes d'expédition légitimes. Comment mon père a-t-il financé tout cela sans que personne ne s'en aperçoive? Brillamment. Il a écrémé les bénéfices en utilisant des méthodes que vos frères n'ont jamais pensé à examiner. Ils se sont concentrés sur la vue d'ensemble tandis que votre père travaillait dans les marges. Un pourcentage ici, une erreur d'arrondi là. Sur 23 ans, cela a totalisé 400 millions de dollars. Le téléphone a vibré avec un message crypté, confirmation bancaire, transfert d'actifs, documents juridiques, tout passant à mon nom en temps réel. Il y a encore une chose, a dit Harrison. Vérifiez le tiroir du bas du bureau. À l'intérieur, il y avait un autre téléphone, identique au mien mais déverrouillé. La liste de contacts se lisait comme un répertoire du pouvoir mondial, sénateur, ambassadeur, PDG d'entreprise Fortune 500, ministre des Affaires étrangères. Votre père avait des alliés partout, des gens qui connaissaient la fondation et la protégeaient. Ils attendent de vos nouvelles. Que suis-je censé leur dire? Que le fils de Theodore Blackwood est prêt à continuer son travail? Mais d'abord, vous avez une réunion du conseil d'administration à laquelle assister. Réunion du conseil d'administration? Vous êtes l'actionnaire majoritaire maintenant. Vos frères ont convoqué une session d'urgence pour demain matin afin de discuter des projections du 3e trimestre. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'en vient. J'ai regardé autour de la pièce les écrans montrant les missions actives, les serveurs bourdonnant avec un but secret, la photo de ma mère sur le bureau. Mon père ne m'avait pas abandonné. Il m'avait donné un test, et je l'avais réussi. Harrison, combien de personnes sont au courant de tout ça? 43 agents de la Fondation dans le monde. Une centaine d'alliés supplémentaires dans divers gouvernements et entreprises. Et maintenant vous. Mes frères vont se battre contre ça. Laissez-les essayer. Chaque document est légal. Chaque transfert est légitime. Votre père a passé 3 ans avec les meilleurs avocats du monde, s'assurant que ce soit le cas. Demain, j'entrerai dans cette salle de réunion, non pas en tant que fils cadet oublié, mais en tant que propriétaire majoritaire de tout ce que mes frères pensaient contrôler. La salle de réunion de Blackwood Logistics n'avait pas connu un tel drame depuis l'effondrement de mon père il y a 3 mois. Je suis arrivé à 8h55 en portant le costume Armani de mon père, que Samuel avait gardé en sécurité dans le bâtiment 47. Mes frères étaient déjà là, Dmitri à la tête de la table, Sterling examinant les rapports trimestriels sur sa tablette. Sécurité. Dmitri a crié dès que je suis entré. Retirez cette personne immédiatement. Assieds-toi, Dmitri. J'ai placé les documents juridiques sur la table polie. Je suis l'actionnaire majoritaire de cette entreprise, 55% depuis hier matin. Les gardes de sécurité ont hésité, confus. Sterling a saisi les papiers, son visage se vidant de couleur alors qu'il lisait, ses mains tremblant réellement lorsqu'il a feuilleté les pages. C'est impossible. Les conditions de la fiducie étaient scellées. Nous aurions été avertis si quelque chose avait changé. Les conditions vous étaient scellées, pas aux dirigeants.
Le transfert s'est effectué automatiquement le jour de mon 18e anniversaire lorsque certaines exigences ont été satisfaites. J'ai pris le siège de mon père à la tête de la table. Maxwell Thorne a tout confirmé ce matin. Voulez-vous l'appeler? Le visage de Dmitri est passé du rouge au violet. Tu as manipulé père. Tu l'as trompé d'une manière ou d'une autre. Nous contesterons cela devant les tribunaux. Vas-y, père. Utilise les meilleurs avocats du pays pour rendre cela inébranlable. Mais pendant que tu gaspilles de l'argent en frais juridiques, laisse-moi te dire ce qui va changer ici. Je ne les ai pas renvoyés. Cela aurait été une petite vengeance, et mon père m'a appris mieux que ça. Dmitri était en fait excellent pour gérer les opérations quotidiennes. Sterling avait un don pour les relations publiques et l'expansion du marché. Ils avaient juste besoin de comprendre ce que notre entreprise représentait vraiment. 15% de tous les bénéfices iront désormais au développement de la logistique humanitaire, ai-je annoncé. Nous promouvons également 17 ouvriers d'entrepôt à des postes de direction avec effet immédiat. Tu es fou. Sterling a claqué sa main sur la table. Ces gens n'ont pas de MBA. Ils ne comprennent pas les affaires. Ils les comprennent mieux que vous ne le pensez. Ils mènent des opérations parallèles depuis des années, des opérations qui ont sauvé des vies pendant que vous comptiez les profits. Au cours des 6 mois suivants, j'ai révélé l'existence de la fondation à mes frères pièce par pièce, non pas parce que je leur faisais confiance, mais parce que le travail était trop important pour être complètement caché. Ils avaient besoin de savoir pourquoi certains itinéraires ne pouvaient pas être optimisés, pourquoi certains travailleurs ne pouvaient pas être renvoyés, pourquoi certains envois qui ressemblaient à des pertes étaient en fait nos plus grandes victoires. Le moment qui a tout changé est survenu lorsque j'ai montré à Dmitri des images d'un camp de réfugiés en Jordanie. Des enfants recevaient des médicaments que nous avions fait passer clandestinement à travers 3 zones de guerre, cachés dans des envois de pièces automobiles. Cette petite fille, ai-je pointé vers un enfant à l'écran, a la leucémie. Les médicaments de chimiothérapie que nous avons livrés la maintiennent en vie. C'est ce que fait réellement notre route, c'est inefficace. Dmitri a regardé l'écran pendant longtemps. Père a autorisé cela. Père a construit cela. Chaque perte dont tu t'es plaint, chaque décision inefficace que tu as remise en question, c'était tout pour sauver des vies comme la sienne. Il a fallu 1 an avant que Sterling ne vienne dans mon bureau, le même où le testament avait été lu. Je suis désolé, a-t-il dit, et il semblait le penser. Pour tout, pour la façon dont nous t'avons traité, pour ne pas avoir vu ce que papa a vu en toi. Il a vu du potentiel en nous tous. J'ai répondu, toi et Dmitri avez eu l'entreprise visible parce que vous pouviez la gérer efficacement. J'ai eu le téléphone parce qu'il savait que je pouvais survivre sans la richesse. Nous avons tous eu ce dont nous avions besoin pour devenir ce que nous étions censés être. Mais tu as eu plus, l'argent, le contrôle. Non, Sterling. J'ai eu la responsabilité. Chaque décision que je prends affecte des milliers de personnes que vous ne rencontrerez jamais, des familles dans des zones de guerre, des enfants dans des camps de réfugiés, des médecins dans des endroits que le monde a oubliés. L'argent n'est pas à moi, il est à eux. Le contrôle n'est pas le pouvoir, c'est le but. 3 ans se sont écoulés depuis ce matin d'anniversaire dans ma voiture. La fondation a doublé sa portée. Nous avons ouvert des couloirs dans 12 nouvelles zones de conflit. Nous avons livré suffisamment de fournitures médicales pour approvisionner 30 hôpitaux de campagne. Nous avons déplacé du matériel pédagogique vers plus de 200 000 enfants qui n'auraient pas eu de livre autrement. Mes frères savent maintenant tout et sont devenus de précieux alliés. Dmitri s'occupe des affaires légitimes qui financent notre travail. Sterling gère notre image publique et nos relations gouvernementales. Nous ne sommes toujours pas proches, mais nous sommes unis pour perpétuer l'héritage de notre père. Le téléphone est toujours sur mon bureau, déverrouillé maintenant, mais toujours mystérieux. Parfois, il reçoit des coordonnées pour de nouvelles missions provenant de sources que je n'ai pas identifiées. Harrison pense que mon père l'a programmé avec des imprévus, des plans qui s'activent lorsque certaines conditions sont remplies. Nous suivons toutes les pistes, et elles mènent toujours à des personnes qui ont désespérément besoin d'aide. Mon père m'a dit un jour que la richesse ne se mesure pas à ce que vous avez, mais à ce que vous pouvez vous permettre de donner. Il a fallu être sans abri pour comprendre la richesse. Il a fallu la perte pour comprendre la valeur. Il a fallu un téléphone verrouillé pour déverrouiller mon but. Le vrai jeu, comme l'a dit mon père, avait en effet commencé, et chaque vie que nous sauvons prouve que j'étais le bon joueur à qui faire confiance.
Si cette histoire vous a ému, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que parfois les plus beaux cadeaux se présentent sous la forme des plus grands défis. Commentez ci-dessous un moment où quelque chose qui semblait sans valeur est devenu inestimable dans votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes qui nous rappellent que le véritable héritage ne concerne pas toujours l'argent, mais le but, la patience et le courage de s'accrocher lorsque le lâcher-prise semble être la seule option. Merci d'avoir écouté mon histoire.